Hey! Salut à toi! Bienvenue sur cette chaîne du koala, où eh bien, il y a des progrès techniques incroyables qui ont été faits et oui, par rapport aux vidéos avec une qualité plutôt nulle que je vous proposais avant, maintenant il y a, eh bien, OBS. Attention, top 5 de mes commandants, de mes créatures préférées à jouer en commandant dans Dominaria, sans plus attendre. Hop, je vais me mettre ici, là, parce que vous allez voir, il y a une petite subtilité. C'est parti! Numéro 5, Bitches. J'ai choisi deux commandants ex aequo à cette cinquième place. Et en 5, 4, 3, 2, 1, vous verrez. Voilà, Darigaz réincarné et Muldrota, la marée funéraire. Bon, vous avez certainement déjà vu les cartes, hein, mais je vais simplement rappeler rapidement ce qu'elles font. D'un côté, donc des deux côtés, on a des gros généraux, puisqu'ils ont chacun des gros points, ils sont 7, 7 et 6, 6, c'est des gros points. Et surtout, ils ont des gros coups de mana. Donc Darigaz, lui, il est 7-7, donc c'est un point de plus que 6-6, et donc il coûte 8 mana, là où Muldrota n'en coûte que 7. C'est ça? Attendez. Non, Darigaz en coûte 7, là où Muldrota en coûte 6. Voilà. Donc pour 7, vous avez une 7-7, pour 6, vous avez une 6-6. Voilà. Sachant que dans les deux decks, vous jouez du vert, et donc vous avez moyen de ramper et de jouer votre général plus vite. Parlons de Darigaz. Vous avez un commandant qui est gros, qui a la célérité, qui a le piétinement, qui a le vol, donc qui a deux capacités d'évasion, hein, le vol et le piétinement, des capacités qui permettront eh bien, de faire passer ses points de dégâts. Et la troisième capacité, la célérité, eh bien, ça lui permettra d'être efficace tout de suite et de ne pas se faire punir le tour de votre adversaire, quoi. Le tour après le tour où vous l'avez joué. Et la deuxième chose, c'est ça qui fait qu'il est intéressant, c'est son pouvoir. Eh bien, quand Darigaz meurt, attention, hein, quand il doit mourir, c'est-à-dire que si jamais vous le faites renvoyer dans votre main, vous le faites exiler, eh ben, ça marchera pas. Mais en tout cas, quand il doit mourir, eh bien, en fait, dans un sens, il va pas mourir parce que vous allez l'exiler. Vous allez mettre 3 petits marqueurs œufs et à chaque tour, à chacun de vos entretiens, vous allez enlever un marqueur œuf et quand il n'y en aura plus, eh bien, c'est ça, hein, ouais, voilà, s'il a plus de marqueur œuf, eh bien, hop, il va revenir sur le champ de bataille, tu vois, l'œuf va éclore de nouveau, et vous avez un bon dragon 7-7 célérité qui va pouvoir attaquer tout de suite. De l'autre côté, donc un commandant très très récurrent, et voilà, qui peut faire le taf à lui tout seul. Et de l'autre côté, on a Muldrota. Alors lui, il est différent dans le sens où il va avoir besoin d'avoir un deck construit autour de lui pour que son pouvoir soit optimisé. Son pouvoir, c'est que pendant chacun de vos tours, vous en avez certainement déjà entendu parler, hein, vous pouvez jouer une carte de permanent de chaque type de votre cimetière. Donc vous pouvez jouer un terrain en plus, vous pouvez jouer une créature en plus, vous pouvez jouer un artefact en plus, vous pouvez jouer un enchantement. Un enchantement, c'est un permanent. Vous pouvez jouer un enchantement en plus aussi. Donc c'est top, c'est vraiment super fort, sachant que si en fait le tour où vous l'avez joué, eh bien vous avez un cimetière déjà bien rempli, vous allez avoir plein de choses à jouer, hein. Donc là, toutes les cartes vertes et bleues là, et noires même, hein, d'ailleurs, hein, qui vous permettent eh bien d'aller foutre des cartes, de regarder des cartes du dessus de votre deck, de en mettre dans votre main et de mettre les autres dans votre cimetière, et ben là, toutes ces cartes-là prennent tout leur sens. Je pense à la communion avec les dieux, par exemple, ou alors dans Amon 4, on avait un petit moteur de pioche bleu, là, je sais plus comment ça s'appelle, un petit rituel bleu pour deux qui vous faisait regarder les trois cartes du dessus de votre deck, hop là, une dans votre main et les deux autres dans votre cimetière. Et bien là, c'est très très bien. Toutes ces cartes-là deviennent super intéressantes avec cette carte. Voilà, sachant qu'il faudra le mana pour jouer ces cartes, évidemment, hein, vous ne les jouerez pas gratuitement. Mais c'est super fort, pour peu que vous ayez réussi à remplir votre cimetière et, euh, et que vous ayez le mana pour jouer les cartes. Alors, comment est-ce que je vois les decks? En fait, j'ai mis ces deux commandants ex aequo parce que je vois des decks un peu construits de la même manière. Je vois d'un côté, enfin des deux côtés, un tiers du deck, un bon tiers du deck, occupé à jouer des cartes de gestion. Donc avec Dariyaz, vous avez le noir et le rouge, pour à peu près tuer toutes les bêtes qui arrivent en face, toutes les menaces qui arrivent en face, hein. Je pense à des cartes comme Terminaison, par exemple, ou alors Lame du Destin, enfin tout ce que vous voulez, tous les anti-bêtes noirs et rouges, genre Fissuration, qui est très très bon aussi. Et donc de l'autre côté,
et bien Muldrota, lui, préférera gérer les créatures en face, ou même il pourra gérer les sortilèges en face aussi, parce qu'il joue du bleu, donc il pourra contrer. Et donc avec le noir, évidemment, il a accès à tous les sorts de gestion de créatures auxquels Darigaz a aussi accès. Voilà, ça c'est un tiers du deck. Le deuxième tiers du deck, à mon sens, on utilise le mana vert et on va aller ramper simplement. On va utiliser des cartes de rampe parce que nos créatures coûtent cher et donc on va vouloir les jouer rapidement. Et la troisième partie du deck, qui est celle qui est la plus intéressante, eh bien je vois des win conditions, hein, des gros spoilers, des grosses cartes qui vous feront gagner la partie, alternatives. Donc d'un côté avec Muldrota, bah, vous pouvez avoir des grosses bestioles vertes, des gros enchantements bleus et noirs, pourquoi pas des démons noirs hein, qui peuvent être sympas. Par exemple, les gros démons qui ont un gros impact sur le board, mais qui vous font sacrifier des créatures, et bien là vous pourrez jouer de nouveau vos créatures. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est ça que je vois avec Muldrota. Et du côté de Darigaz, je vois bien d'autres gros dragons. D'ailleurs, je pense que si je devais faire un deck, je ferais un deck dragon, un deck gestion dragon. Comme Atarka par exemple. Hein. Atarka, vous le savez, 8-8 vol piétinement pour 7. Hop, quand elle arrive, elle inflige 5 points de dégâts répartis comme vous voulez. Ça par exemple, ça peut être super cool dans le deck. Donc voilà comment je vois mon numéro 5. Alors, voilà, une carte qui a été révélée, là, voilà, Multani, avatar de la Yavimaya, puisqu'on en est à parler, eh bien, comment elle s'appelle? Ah, de Muldrota, la marée funéraire. Eh bien, Multani, lui, il vient de Dominaria aussi, et eh bien, il y a une synergie avec Muldrota. Vous avez une 0-0 pour 6, mais en fait, elle n'est pas vraiment 0-0, elle a +1/+1 pour chaque terrain que vous avez, et pour chaque terrain que vous avez dans votre cimetière aussi. Donc là, on a évidemment l'intérêt d'aller mettre des cartes de terrain dans ce cimetière. Et il y a un autre effet, c'est que pour 2, eh bien, vous pouvez renvoyer des terrains dans votre main, enfin dans les mains de leur propriétaire. Ah, vu que vous jouez du bleu, ça peut être intéressant. Vous pouvez piquer des terrains à l'adversaire et peut-être les renvoyer dans sa main à lui pour le faire chier. Et donc vous pouvez renvoyer Multani depuis votre cimetière dans votre main. Bon, sachant que vous pouvez peut-être c'est pas très utile dans la mesure où vous pouvez le renvoyer en jeu directement avec le pouvoir de Muldrota. Mais en tout cas, voilà, là on a une synergie avec des cartes que vous mettez dans votre cimetière. Bien, on passe au numéro 4. Bah, voilà mon numéro 4. Première chose, je ne jouerai pas cette carte. C'est pas mon style de jeu. Voilà, je pense pas que ça le sera incessamment sous peu. C'est Joda, l'archimage éternel. On a une 4-3 pour 4, dont un vert, n'importe quoi, un blanc, un rouge, un bleu. Donc c'est exactement le même coup de mana que Narset, si vous voulez. J'ai pas mis de photo de Narset, mais vous pouvez peut-être comparer ça à Narset. En tout cas dans un premier temps, parce que dans un second temps, la carte est complètement différente. L'idée avec ce commandant, c'est que, eh bien, il vole, bon, soit. Et en fait, c'est son pouvoir, encore une fois, qui est marrant. Vous pouvez payer un mana de chaque couleur, donc 5 manas, pour lancer vos sorts. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Donc la première chose, c'est que vous avez accès aux 5 couleurs, donc vous avez accès à toutes les cartes du jeu potentiellement. Donc vous pouvez vraiment construire ce que vous voulez, et ça s'est déjà vu avec des decks slivoïdes, hein, vous avez certainement des potes qui jouent ça. Vous avez certainement déjà vu ces decks-là une fois, les decks slivoïdes qui jouent 5 couleurs. Hein. Et ben là c'est pareil, hein, voilà. Et donc pareil, hein, il y a au moins une dizaine d'années, 10-12 ans sur Miraudin, on avait déjà cette mécanique de jouer les cartes pour 5 couleurs. Donc on va pouvoir aller chercher d'autres anciennes cartes qui synchronisent avec ça. Et donc, pourquoi est-ce que c'est top? Eh bien, voilà, vous avez accès à tous les gros sorts du jeu. Là, je vous en ai mis quelques-uns, mais évidemment, les gens ont pensé à Progenitus, que vous voyez, attendez, là, voilà, là, sur la gauche de votre écran. Bon, bah, une fois que vous l'avez joué, concrètement, vous avez gagné. Hein. Vous pouvez jouer ça, Progenitus, pour seulement 5 mana. Donc imaginez, tour 4, vous jouez votre général, tour 5, vous jouez Progenitus. Et vous avez gagné le tour d'après. Bien. Évidemment, vous avez accès, alors là j'ai mis ultimatum cruel, ultimatum luminescent, ultimatum violent. Alors là je cache un peu du texte d'ambiance, mais c'est pas important. Hein. Bien. Qui sont des gros sorts de gestion. Donc voilà, comment je vois le deck? D'un côté de la gestion, voilà, donc ça passe par des gros sorts comme ça, hein. Sachant que tous vos sorts qui coûtent en fait 5 ou plus, bah, vous les jouerez que pour 5. Donc c'est hyper violent en fait. Et donc de l'autre côté, bah, des énormes grosses bébêtes.
Alors vous pouvez toujours jouer des sorts de gestion pour moins, hein, d'ailleurs il faut le faire. Et de l'autre côté, des énormes grosses bébêtes comme Progenitus, comme des grosses matriarches slivoïdes. Pourquoi pas jouer des slivoïdes dans le deck d'ailleurs? Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais vous pouvez le faire. Voilà, donc un commandant qui vous donnera accès à toutes les cartes du jeu pour seulement 5 mana. Alors, néanmoins, il y a un gros problème avec ce commandant, c'est qu'il faut une mana base de ouf malade. Il vous faut, bah déjà, je pense qu'il vous faut tous les fetch, il vous faut tous les Ravland, enfin, en fait, il vous faut absolument que des Biland, quoi, dans le deck. C'est ça le gros défaut pour moi, c'est que c'est un deck qui va coûter cher en termes de mana base, et puis en termes de grosses cartes un petit peu derrière. Voilà, néanmoins, il est super cool, donc numéro 4. Le numéro 3, le voilà. Attention, qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes à l'écran? Concentrez-vous sur celle du milieu. Je vais vous expliquer le reste ensuite. Celle du milieu, c'est Squee l'Immortel. Il est 2-1 pour 3, donc a priori c'est de la merde, mais vous allez voir qu'il y a plein d'idées cool derrière. Et en fait, l'idée c'est que vous pouvez le lancer, enfin vous pouvez lancer ce sort, hein, donc vous pouvez jouer Squee depuis votre cimetière ou depuis l'exil. Donc, avec Squee, déjà c'est un gobelin. Première chose, c'est un gobelin et il est mono rouge. Donc, en termes de commandant mono rouge, pourquoi j'ai mis Zurgo à côté? C'est parce que Zurgo, commandant mono rouge aggro, c'est le plus fort, enfin, il me semble. Et enfin en ce moment en tout cas. Et donc on peut déjà comparer les deux, puisqu'il s'agit de faire du mono rouge un peu aggro. Même si Squee, il y a peut-être une dimension un peu. On peut peut-être ajouter quelques cartes tricky de contrôle, mais bon, a priori ce sera pas le cas, hein. Voilà, Zurgo, bah, il était de 2 pour 1 et vous pouviez le jouer en précipitation, voilà, depuis votre main. Alors Squee, vous pouvez pas le jouer depuis votre main, mais vous pouvez le jouer depuis le cimetière ou l'exil. Donc là, on a une synergie qui n'est pas tout à fait la même, mais voilà, qui n'est pas l'une sans rappeler l'autre, n'est-ce pas? Ça veut rien dire, hein. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que Squee, en fait, et là où moi je vois l'intérêt de la carte, déjà vous allez pouvoir faire un deck gobelin, et ça c'est cool, et on va voir qu'il y a plein de gobelins super qui existent déjà, mais d'autres super qui reviennent dans Dominaria. Et la deuxième chose, c'est que en fait, Squee fonctionne avec toutes les mécaniques de sacrifice de créatures. Euh, on va voir que les moteurs à sacrifice de créatures, et ben en fait, moi c'est des cartes que j'aime bien. Donc, même si on joue pas noir, hein, en mono rouge vous en avez plein, on va voir qu'il y a des choses très intéressantes à faire. Évidemment, quand vous jouez Squee depuis votre cimetière ou depuis l'exil, il coûtera 3 mana, hein. C'est seulement s'il retourne dans votre zone de commandement que son coût augmentera de 2 mana. Donc l'idée, c'est un peu comme Darigaz, c'est d'avoir un commandant très récurrent. Sauf que là, en fait, évidemment, on va en abuser de son pouvoir à lui. Hop, je vais me mettre un petit peu là une seconde. Voilà, pourquoi j'ai mis le Nightmare Recurring à côté, là, le cauchemar récurrent. C'est parce que c'est une carte qui coûte 3 aussi, et j'ai voulu la comparer à Squee. Nightmare récurrent, là, c'est une carte qui est bannie, je crois, il me semble, de quelques formats, une très vieille carte. Euh, voilà. Pour 3, vous pouvez sacrifier une créature. Alors, c'est un enchantement, hein. Un enchantement que potentiellement vous pourriez ramener avec Multani, la marée, avec Muldrota, la marée funéraire. Voilà. Sacrifier une créature, vous ramenez le cauchemar récurrent dans votre main, et vous pouvez eh bien, choisir une carte de votre cimetière et la mettre en jeu. Voilà. Donc l'idée c'est que pour 3, eh bien, là on sacrifie une créature et on en ramène une autre en jeu. De la même façon que Squee, pour 3, eh bien, vous pouvez le ramener en jeu. Donc en fait les deux cartes sont pour moi très similaires, sachant que je vais vous proposer des cartes qui exploitent cette mécanique de sacrifice de créatures. Attention, les voilà, elles arrivent. Alors attendez, parce que oui, c'est là. Hop là, parfait. Tiens, le Siège Gang Commander, une vieille carte qui va être rééditée dans Dominaria. Donc pas d'inquiétude si vous l'avez pas. Ah, les vieilles cartes, c'est dur à trouver. Non, t'inquiète. Elle est rééditée. Ce sera une rare, elle est rééditée. Pour 2, vous avez. Non, pour 5, vous avez une 2-2. Ça, c'est très cher. Mais quand elle arrive, eh bien, vous avez 3 petits gobelins. Oula, 3. Oui, 3. Voilà, 3 comme ça. C'est bien. Donc ça, déjà, c'est top, hein. Donc techniquement, vous avez un ratio de 5-5 pour 5. Donc c'est normal. Et vous pouvez sacrifier un gobelin. Et donc pour 2 mana. Et le siège gobelin machin, là, il va aller mettre catapulte. Vous voyez, sur son dos, il a une catapulte, là. Il va catapulter le gobelin. Et il va mettre 2 dégâts là où il veut. Donc là, on a déjà un moteur de sacrifice, une synergie gobelin, et un moteur de sacrifice pour abuser du pouvoir de Squee l'immortel. Pareil, deuxième, gobelin bombardement. Là, c'est une vieille illustration.
mais cette carte existe en plus récente, hein. Vous sacrifiez un gobelin, alors là, attention, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Tant que vous avez des gobelins, vous pouvez les sacrifier et vous mettez un dégât là où vous voulez. Et donc à savoir que si vous avez 20 gobelins en jeu, 20 jetons gobelins, c'est possible, il y a des cartes qui vous permettent de le faire, comme Krenko le Caïd par exemple. Et bien en fait, en un tour, vous sacrifiez vos 20 gobelins et vous mettez 20 patates à votre adversaire et vous l'avez tué. Donc là, on a une super synergie encore qui fonctionne avec Squee. Et hop, Pianalar, donc une carte plus récente, qui pour le coup reste dans le standard encore un petit peu, contrairement à ce que j'avais dit. Quand elle arrive sur le champ de bataille, bon ça fait un mécanopère, on s'en fout. Et vous pouvez... Ah non, vous pouvez sacrifier un artefact. Ah non, bah, je vous ai mis ça, mais en fait c'est des bêtises. Et bah, non, bah, c'est des bêtises. Oubliez Pianalar, voilà. Hein, concentrez-vous sur... voilà. Voilà, je vais me mettre comme ça. Là. Oubliez-la, on s'en fout. Oh, attendez, je peux peut-être faire un truc rigolo. Regardez! Je suis Pianalar! Et quand j'arrive sur le champ de bataille, vous mettez un... Ouais, soit. Bien. Donc, première chose, on peut... voilà des propositions de moteurs à sacrifice intéressants. Deuxième chose, voilà. Voilà des gobelins. Alors, un autre moteur de sacrifice intéressant, c'est Fling, que vous avez à gauche là de votre écran. Fling, en fait, vous la connaissez cette carte, c'est Jet. Et Jet, ça a été réédité dans Amonkhet. Donc là, vous faites le lien. Vous sacrifiez une créature, là encore, non, là ça coûte 2. Ça coûte 2. Ah oui, donc la carte d'avant c'était un enchantement, hein, le bombardement de gobelins. Là c'est un éphémère. Et donc cette créature eh bien, va infliger des dégâts égaux à sa force là où vous voulez. Donc encore une fois une synergie, vous pouvez imaginer booster, peut-être une combo OTK, hein, vous boostez Squee, et hop, vous le mettez sur votre adversaire et il meurt. Le chef de guerre gobelin, Gobelin Warchief, ici c'est une Unco de Dominaria, sachant que c'était une carte qui existait déjà à l'époque de Fléau en 2002, et c'était déjà une Unco. Donc là, c'est pour faire un deck gobelin, ça, concrètement. Hein. C'est une 2-2 pour 3, donc c'est pas top. Simplement, les gobelins que vous contrôlez ont la célérité, donc vos tokens gobelins peuvent taper tout de suite. Et eh bien, vos gobelins coûtent 1 de moins à jouer. Donc, meilleure carte gobelin ever. Et la troisième, j'ai choisi de vous en parler aussi, le prospecteur Skirk, ou Skirkien, je ne sais pas. Lui, c'est une nouvelle carte et j'ai trouvé qu'il est très intéressant. Une 1 pour 1, donc c'est top. Et vous pouvez sacrifier un gobelin pour gagner une montagne. Pour gagner une montagne. Pour ajouter un mana rouge à votre réserve. Enfin, vous avez compris, bref. Là encore, c'est super intéressant parce que potentiellement, vous pouvez faire plein de tokens, ou plein de gobelins, ou je m'en fous, tout ce que vous voulez. Et en fait, vous pouvez les sacrifier à l'infini, comme ça, pour faire plein de mana rouge. Et donc, il y a certainement... Voilà, vous pouvez imaginer, par exemple, faire une boule de feu à X. X, c'est le nombre de gobelins que vous allez sacrifier pour faire un mana rouge. Et donc, votre boule de feu va mettre, je sais pas moi, 30, 40 points de dégâts dans la gueule de votre adversaire. Ça, c'est drôle. Donc, ce deck va faire beaucoup de choses en synergie avec la mort des créatures. Et ça, j'aime beaucoup. Bien, on passe... Ça fait déjà 18 minutes. Ben, je vais essayer d'aller plus vite. On passe à mon deuxième. La deuxième, ce n'est pas une carte de Dominaria. Bon, c'est Inala, l'archimage ritualiste. Bon, vous connaissez ses capacités. Mais j'ai choisi de la mettre en numéro 2 parce que en fait, l'archétype magicien, l'archétype wizard en anglais, hein, wizard c'est magicien en français. Sorcier, pardon, sorcier. Sorcier. Magicien, c'est dans Yu-Gi-Oh! Voilà, l'archétype sorcier va bénéficier de plein de bonnes cartes. La première, voilà, c'est ça. J'arrive! Pardon. La première, c'est ça. Voilà, vous avez certainement entendu parler de cette combo. Hop, je vais me retirer pour l'instant. Voilà. D'un côté, vous avez cette carte-là, le Panharmonicus, qui vous permet, eh bien, qui dit que en fait, vos cris de guerre, hein, enfin, vos capacités d'arriver en jeu, se déclenchent 2 fois. Donc on est déjà à 2 fois. Ok, retenez bien, 2 fois. Maintenant, à côté, on a Naban, une nouvelle créature légendaire, un sorcier évidemment, qui arrive, et qui dit que les sorciers, enfin les cris de guerre c'est dans Hearthstone, hein, mais vous comprenez. Hein. Je trouve que cris de guerre, pour le coup, c'est plus facile à dire que capacité d'arriver en jeu. Bon, soit. Vos capacités d'arriver en jeu de sorcier se déclenchent 2 fois. Donc voilà, on est déjà à 2 avec le Panharmonicus, plus 2 avec Naban. Ça fait 4 fois. Et 4 fois, c'est déjà ultra fumé. Mais, regardez,
On reprend Inala, là. Voilà. Viens ici, Inala. Voilà. Inala, quand elle arrive en jeu, vous pouvez payer 1. Enfin, quand vous jouez un token, enfin, pardon, quand vous jouez un sorcier qui arrive en jeu, eh bien, vous pouvez payer 1. Et donc, votre sorcier arrive en jeu. Alors, votre premier sorcier, écoutez bien, votre premier sorcier que vous jouez, admettons un sorcier qui met, je sais pas moi, 1 point de dégâts dans la gueule de votre adversaire quand il arrive en jeu. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est pour l'exemple. Il met 1 point de dégâts dans votre adversaire. Il en met un deuxième avec le Panharmonicus, puis un troisième avec Naban, mage de l'académie là. Maintenant vous payez 1 avec l'effet de Inala, et donc rebelote, re un dégât, re un dégât, et du coup ça met que 5 dégâts, parce que vous pouvez pas copier de token avec Inala. Mais l'idée, c'est en fait de copier un maximum de cris de guerre et de faire des combos en fait incroyables de sorciers. Voilà. Inala était un deck combo, il est encore pire maintenant. Et donc parlons un petit peu de ces cartes-là aussi, hein, qui sont des ajouts de sorciers de Dominaria, parce que sur Dominaria il y a des sorciers. Il y a un nouveau contre pour 1, voilà, tout va bien. Il y a une nouvelle foudre, voilà, il y aura 2 foudres dans le deck, tout va bien encore une fois. On a 2 nouvelles créatures légendaires aussi ici, hein, qui à mon sens, Adélise pourrait être un commandant, mais je pense que c'est plus fort en fait de l'ajouter simplement dans le deck, hein. Voilà, elle a Flying Haste, et puis quand vous jouez un éphémère ou un rituel, vos sorciers gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors ça, c'est peut-être un commandant. Vous pourriez le jouer en commandant dans un deck Storm, enfin un deck Storm, pardon. Un deck rouge-bleu aggro, prouesse, célérité, tout ça, vol, ça casse des culs. Et la deuxième carte, c'est Narumea. Narumea. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez copier un éphémère ou un rituel ciblé que vous contrôlez. C'est quoi? Oui, c'est ça. Donc elle a le flash, évidemment, vous pouvez la jouer en flash, et choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Bien, et imaginez avec Narumea, là, les combos dont je vous parlais il y a une minute. Admettons. Enfin, bon. Je vous le fais rapidement. Première étape, vous jouez un spell. Soit. Vous jouez, genre, je sais pas moi, une foudre. Voilà, vous jouez une foudre. Deuxième étape. Avec, vous flashez Narumea. Donc, boum, vous copiez la foudre. Troisième étape. Vous payez 1, vous créez un token qui va lui aussi copier la foudre. Ça fait déjà 9 points de dégâts. Mais, chaque Narumea, enfin, le token que vous avez joué va être copié par le Panharmonicus et par Naban, le mage de l'académie, là. Une foudre, 15 dégâts. Tout va bien. Je rappelle qu'il y a une nouvelle foudre dans le deck, hein. Voilà. Alors ce sera 2 mana parce que vous l'aurez copié. Ou même en fait 5 parce que vous avez flashé Narumea là. Mais donc pour 6 mana, vous avez une foudre à 15. Voilà. C'est très bien. Donc, tout ça c'est très bien, mais qui est le numéro 1? Eh bien le numéro 1, c'est l'élémental d'épine, une carte rééditée, elle est 7/7 pour 7. Déjà, c'est des gros points, c'est trop bien. Et vous pouvez faire comme si... Non, je déconne, c'est de la merde. Oubliez, oubliez. Oubliez, il y a un vrai numéro 1 derrière. Voilà. Voilà. Et là, je parle de brawl standard. Il n'y a pas d'enculage de mouche. Je cherche pas à comboter avec des cartes du moderne, de Legacy, etc. Non. Un commandant trop stylé, c'est mon coup de cœur, hein. Moi j'adore les anges. Je vous montrerai ma collection d'anges une fois. Lyra Aubevent, 5/5 pour 5, vol, initiative, lien de vie. Rien que ça devrait coûter 8. Et les autres anges que vous contrôlez gagnent +1/+1 et le lien de vie. Donc, techniquement, un deck mono blanc avec des anges. Alors moi, certains diront, enfin, de base la carte est fumée, vous n'avez pas besoin de la jouer avec des anges pour qu'elle soit très forte. Vous pouvez l'intégrer dans votre deck, hein. Ce sera de toute façon très fort. Mais allons plus loin. Allons plus loin, parce que moi je suis un gros fan des anges, et cette carte c'est mon coup de cœur de l'extension. Et je vais vraiment construire tout le deck autour. Bien, première chose, y a-t-il des anges intéressants dans le standard? La réponse est oui. La réponse est oui, en voilà. Il y en a sur Amonkhet, il y en a quelques-uns sur Kaladesh du coup encore, il n'y en a pas sur Ixalan, et il y en a sur Dominaria. Sachant que l'ange de Serra, que vous connaissez, 4/4 vol vigilance pour 5 va être réédité. Donc voilà, là vous en avez par exemple un ange de la réprobation qui va exiler des cartes en face.
L'ange des condamnations qui va exiler les cartes en face. L'ange, le séraphin, un petit ange indestructible, lien de vie, tranquille, voilà. Donc, en fait, des anges, vous en avez. Le problème, c'est qu'ils coûtent un peu cher. Donc, comment on fait pour optimiser, pour faire un deck mono-ange et pour optimiser? Ben, on joue du contrôle. Voilà. Dans le format standard, il y a des Vras. Il y en a plein. Il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez même jouer le dinosaure 7-7 pour 8 qui Vras, là, si vous voulez. En tout cas, des Vras, vous en avez 4, 5, 6, vous en avez plein. Avec tout ça, vous pouvez raser le board comme vous voulez. L'âge de la révélation qui ne coûtera que 3 s'il y a au moins 10 permanents sur le champ de bataille. Le Vras à 3, tout va bien. Euh, L'aménagement des décombres, pour 4, vous virez toutes les bêtes attaquantes en face. C'est très fort. La salve désastreuse d'Urza. Alors là, je suis pas sûr pour celle-là parce c'est un rituel légendaire. Donc il faudra une créature légendaire en jeu pour pouvoir le jouer. On verra si c'est possible de le faire. Néanmoins, exiler tous les permanents non-terrain qui ne sont pas légendaires. Donc là, vous détruisez tout, hein, clairement. Hein. Pas seulement les créatures, mais les artefacts aussi. Bon. Vous avez donc, première chose, vous avez tout un arsenal bien, de Vras à votre disposition pour ce deck range. Deuxième chose, des cartes de contrôle moins chères que les Vras. Il y en a plein. La proscription, l'entrave d'Ixalan, la Baffling End, là, je sais plus ce que c'est en français. Vous avez aussi un pacifisme pour 3 mana, là, les liens lumineux. Vous avez des trucs qui exilent, enfin, vous avez plein de cartes de contrôle comme ça qui exilent les permanents en face. Donc, encore une fois, des super cartes pour ce deck. Troisième chose. Oula, c'est un peu bas. Voilà, parfait. Pouf. Voilà, ces cartes-là approchent du second soleil qui peut être un plan de jeu alternatif, une win condition alternative, même si j'y crois pas. On pourrait imaginer aussi jouer, parce que dans l'optique d'un mono blanc hyper contrôle, eh bien, Splendeur irrésistible, pourquoi pas, qui va bien casser les couilles à votre adversaire, qui va faire que toutes ces bêtes eh bien, perdent leur capacité et sont des 1-1. Voilà, donc il va rapidement perdre la partie. Et on peut toujours jouer l'intervention de Gideon dedans même. Voilà, qui, alors je vous le rappelle, puisqu'en commandant c'est fumé comme carte. Quand ça arrive, on choisit un nom de carte, quand ça arrive en jeu, et votre adversaire eh bien, ne peut pas lancer la carte. Donc vous avez juste eh bien, à choisir le commandant de votre adversaire, et il ne peut plus le jouer. C'est magique, voilà. Donc, voilà comment je vois ce deck, moi. Un deck mono ange, hyper contrôle, qui joue que des cartes de contrôle. Peut-être quelques autres créatures qui ne sont pas des anges, mais genre peut-être 2-3 juste parce que c'est des bonnes bêtes de contrôle. Je pense à la 1-3 qui empêche votre adversaire d'activer ses capacités, ou bien le Soleil de Kinjali, le dinosaure 2-3 vol pour 3 qui dit que les créatures en face arrivent engagées, donc ça vous protège des célérités. Voilà. Donc voilà mon top 5, même si c'est un top 6, de mes créatures à jouer en commandant avec l'arrivée de Dominaria. Il y aura une deuxième partie à cette vidéo, dans laquelle eh bien, je vous parlerai de d'autres archétypes qui vont choper des super cartes. Et eh bien de quelques petits coups de cœur aussi, quand même. Quelques petites cartes qui méritent selon moi des mentions honorables. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me laisser votre avis en commentaire. Eh bien, sur tout ça, sur aussi sur qu'est-ce que vous allez jouer vous. Hein, je sais qu'on m'avait parlé de Squid Immortel et de Darigaz. Eh ben regarde, dédicace à toi, ils sont tous les deux dans mon top. Voilà. Euh, Bien, et puis n'hésitez pas surtout à me demander, à me dire si vous voulez qu'on parle d'un commandant en particulier, parce que j'aurai certainement la place de le faire dans la prochaine vidéo en fait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner si Magic vous plaît, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne du Koala. Bisous bisous.